Merci de vous savoir encore si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fonction. En fait, c'est une notion qui est très importante lorsqu'on désire effectuer des programmes qui nécessitent plusieurs lignes de code. Et les fonctions nous permettent ainsi de mieux structurer notre code. Et dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé, sans toutefois entrer en profondeur, des fonctions. Notamment, nous avons utilisé le CA, le C et le MEN, qui sont en fait des fonctions. Bon, pour l'explication de CA, je l'ai vu parce que je l'ai déjà largement expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction est une suite d'instructions marquée à l'aide d'un nom qui a vocation d'être exécutée à plusieurs reprises dans le main et qui rassemble des instructions qui permettent d'effectuer une tâche bien précise. C'est-à-dire quoi? Une fonction est en fait une suite d'instructions qui permet d'exécuter une tâche bien précise et qui peut être appelée dans un main à plusieurs reprises. Et une fonction possède un nom et un type. Et elle possède aussi des arguments. Et des arguments ou paramètres. Et cette suite d'instructions qui permet par exemple d'effectuer une tâche précise qui pourrait être par exemple afficher la racine carrée d'un nombre, le produit de deux nombres, le carré d'un nombre, ou ajouter plus à un nombre qui est saisi par l'utilisateur, ou ajouter plus 2 à un nombre qui est saisi par l'utilisateur. Ok, définition et utilisation d'une fonction. Comme je viens de le dire, une fonction possède un nom, et le nom, généralement, je vous conseille de donner un nom qui réfère à la tâche qui doit être exécutée par la fonction. Par exemple, si dans la fonction doit par exemple afficher le carré d'un nombre, c'est nécessaire, il serait plus judicieux que le nom de cette fonction-là soit carré. Là, ça vous permettra de mieux détecter, la tâche qui est assignée à cette fonction-là. Donc, c'est que fait concrètement cette fonction. Donc, ne choisissez pas un nom au hasard. Et une fonction possède aussi un corps, c'est-à-dire c'est là où on programme la tâche qui doit être exécutée. C'est-à-dire c'est là où est écrit le bloc d'instruction à exécuter. Et aussi, une fonction possède parfois un type de retour. Toutes les fonctions ne possèdent pas un type de retour. Et éventuellement des paramètres. Donc, une fonction peut posséder des paramètres ou pas, un type de retour ou pas, un corps et puis un nom. Sa syntaxe est la suivante. On met là le type qui peut être un integer, un double, un string, etc. Le nom de la fonction, comme je viens de vous le dire. Et puis les paramètres ou arguments. Et maintenant là à l'intérieur ici, on écrit le code de la fonction, c'est-à-dire le bloc d'instruction à exécuter. Ok. Créer une fonction qui prend plusieurs paramètres. Ici par exemple, j'ai déclaré une fonction addition, c'est-à-dire une fonction qui additionne deux nombres. Et entre parenthèses ici, je mets les paramètres ou les arguments qui sont les deux variables a et b et qui sont tous de type integer. Et le type de la fonction c'est in, le nom de la fonction c'est addition. Ici maintenant le retourne a plus b, c'est le bloc d'instruction à être exécuté. Même chose pour la fonction ici, la fonction multiplication qui fait la multiplication de trois nombres. Ces trois nombres sont écrits ici en paramètres. Multiplication est le nom de la fonction et le type est double. Et le retourne a fois b fois c et le bloc d'instruction à être exécuté. Ok. Là, ça c'est aussi un exemple d'une fonction sans argument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fonction peut avoir des arguments ou pas. Ici, ça c'est une fonction de type string. Ici, le nom demandé, nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut donner le nom de la fonction qui réfère à la tâche à être exécutée par la fonction. Par exemple, ici, dans le bloc d'instruction à exécuter, on demande à l'utilisateur d'entrer son nom. Après l'utilisateur doit appeler le CIN, ça permet à l'utilisateur de saisir son nom, et puis maintenant le retourne, et ça retourne maintenant le nom qui a été saisi par l'utilisateur. Vous voyez constater effectivement qu'ici, il n'y a pas de paramètre ou il n'y a pas d'argument, mais elle est toujours une fonction. Donc ça, c'est un exemple de fonction sans argument. Et aussi, exemple de fonction qui ne renvoie rien, donc qui ne renvoie rien du tout. Ici, par exemple, je mets là void, donc quand c'est une fonction qui ne renvoie rien du tout, or le type de la fonction est void, donc on met void ici devant la fonction, et généralement pas toutes les fois, ce type de fonction n'a pas de paramètres. Bon, pour cet exemple, j'ai choisi une fonction qui n'a pas de paramètres. Mais ça peut s'arriver que la fonction de type void ait de paramètres. Là, ici, vous voyez là, le type est void parce que cette fonction ne renvoie rien. Et puis, entre les accolades, le CA, ici, ça c'est le bloc d'instruction à être exécuté par la fonction. Et puis maintenant, comme je dis en définition, une fonction et un bloc d'instruction a été exécuté dans le main. Et puis maintenant, j'appelle cette fonction, ce qui vient de déclarer ici dans le main, dit bonjour. Et si vous exécutez ce code, ça va vous afficher bonjour. Parce qu'on a appelé cette fonction que nous avons définie en haut du main. Et cette fonction a pour tâche d'afficher bonjour. C'est pour ça que si vous exécutez ce code, ici, ça va vous afficher bonjour. Ok. Et surtout, ne commettez jamais l'erreur de déclarer une fonction dans le main. On déclare toujours une fonction en dehors du main. Le main sert juste à appeler la fonction. Donc, n'écrivez jamais le void, dit bonjour. Bon, ça c'est un exemple bien parce que dans la fonction que vous avez définie, vous voulez créer, il ne faut jamais le déclarer dans le main, il faut toujours le déclarer en dehors du main. Et puis l'appeler dans le main. Et une information très importante, une fonction ne peut jamais renvoyer plus d'une valeur. Une fonction ne produit toujours au maximum un résultat. C'est-à-dire quoi? Par exemple ici, il est impossible de dire ici que la multiplication de deux nombres doit te donner le résultat de la multiplication de trois nombres pour cette fonction-ci. Donc ça va tout te renvoyer qu'un seul résultat et non deux. Donc allons un peu plus loin avec ces notions avancées qui sont ce qu'on appelle généralement le passage par valeur, le passage par référence et le passage par référence constante. Ok, passons à la notion avancée
à la première notion avancée qui est le passage par valeur. Ok, voici un exemple ici. Ici, voici une fonction de type integer et de nom ajouté 2 et qui a pour argument au paramètre in a. Ici, sur cette ligne ici, j'ajoute plus 2a au paramètre a qui a été déclaré dans la fonction ajoute 2. Et puis je fais un return. Ici, maintenant, dans le main, j'appelle la fonction ici à la ligne 13. Mais pour appeler cette fonction, c'est comme la fonction ajoute 2a au paramètre a. Ça peut être une sorte de variable, tu choisis ce que tu veux. Ça peut être B, ça peut être W, ou ça peut être in valeur, etc. Donc, pour ce que moi, personnellement, je choisis in a. Comme la fonction a pour paramètre in a et qui fait un return de a et qui a pour tâche d'ajouter à chaque fois 2 à une valeur passée à la fonction ajoute 2. Pour appeler cette fonction, c'est dans la fonction main, il faudrait d'abord déclarer une variable dans le main, déclarer une variable et passer un nombre à cette variable-là. Et puis maintenant appeler la fonction. Et puis maintenant appeler la fonction. Et passer maintenant, et comme la fonction ajoute 2 a pour paramètre in a, donc la valeur qui a été déclarée ici à la ligne 12 et qui possède 4, on la passe ici en paramètre à notre fonction ajoute 2. Et puis maintenant, puisqu'on voudra à la fin afficher le résultat, il faudra aussi déclarer une variable résultat, c'est-à-dire une variable qui aura pour rôle d'enregistrer le résultat de la valeur retournée par notre fonction ajoute 2. C'est là qu'on va l'enregistrer. On va enregistrer cette valeur-là dans le résultat. Et maintenant ici, dans la ligne 15, pour vous expliquer la notion de passage par valeur, ici, le nombre original vaut. Là, je mets nombre, là, j'affiche nombre, là, qui vaut 4, ici 4. Et puis maintenant, à la ligne 16, j'affiche maintenant le résultat de ce que donne notre fonction. Notre fonction ici, qu'on a passé au paramètre 4 et qu'on a enregistré dans le résultat. C'est pour ça qu'ici à la ligne 16, je mets là c'est à le résultat vaut, et puis je prends maintenant la variable résultat. Puis la variable résultat prend maintenant ce que retourne notre fonction ajoute 2 ayant pour paramètre nombre qui vaut 4. C'est ça, ici, c'est ce résultat, c'est qu'on obtiendra. Résultat. Dans le résultat de ce que donnera la ligne 13. Ici, vous compilez ce code ici. Cela nous donnera sans surprise le nombre résultat vaut 4. Ici, puis ici, à la ligne 15, on n'a pas encore passé le nombre 4 en paramètre dans notre fonction. Et puis à la ligne 16, puisque à la ligne 16, on appelle plutôt la valeur résultat, qui est, bon je ne vais plus dans l'explication, qui est la valeur, je répète encore, qui est la valeur retournée par notre fonction ajoutée et de paramètre nombre qui vaut 4. C'est pour ça qu'au niveau de la valeur résultat vaut maintenant 6. Puisque notre fonction ajoutée 2 a pour tâche d'instruction ajouter à chaque fois 2, la valeur 2 à l'argument de notre fonction. Notre fonction ajoute 2. J'espère avoir été plus clair avec cette explication. Ok, bon récapitulatif. Voici ce qui se passe exactement dans ce bout de code. Ici, le programme évalue la valeur de nombre. Ici, il trouve 4. Le programme alloue un nouvel espace dans la mémoire et y écrit la valeur 4. Cet espace mémoire possède l'étiquette A, le nom de la variable dans la fonction. L'étiquette A, le nom de la variable dans la fonction. C'est ici. Le programme entre dans la fonction, ici. Le programme ajoute 2 à la variable 2, c'est-à-dire c'est l'idée d'instruction C. Et puis, la valeur de A est ensuite copiée et affectée à la variable résultat. C'est-à-dire à la ligne 13, copiée et affectée à la variable résultat, qui vaut donc maintenant 6. Et puis, on sort maintenant de la fonction. Ok. Passons à la notion de passage par référence. La différence au niveau du passage par référence est que plutôt que de copier la valeur du nombre dans la variable A, il est possible d'ajouter une deuxième étiquette à la variable nombre à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire quoi? Ici, vous voyez ici, il y a une petite différence. Avec le petit, ceci, bon, on appelle ça c'est l'adresse de la variable A. Bon, nous reviendrons en ça en détail lorsque nous aborderons la notion de pointeur. Ici, vous voyez, bon, il n'y a rien de changé là. C'est le même code comme au niveau de passage par valeur. Mais la seule différence réside du fait que plutôt que de copier la valeur du nombre dans la variable A, il est possible d'ajouter une deuxième étiquette à la variable nombre à l'intérieur de la fonction. Et lorsqu'on appelle la fonction, il n'y a plus de copie. Le programme donne simplement un alias à la variable nombre. Donc, pour être plus clair, voyez c'est ce qui se passe dans la mémoire. Là, ici, vous voyez, on a A qui prend 4, nombre qui prend ces 4 et le résultat dans la mémoire est encore vide. Cette fois, la variable A et la variable nombre sont confondues. Vous voyez ici, sont confondues dans la mémoire. On dit que l'argument est passé par référence. Certainement, vous allez vous poser la question, quel est l'avantage de faire un passage par référence? Le passage par référence permet de modifier les arguments de la fonction. Donc c'est-à-dire quoi? En utilisant le passage par référence, en utilisant le passage par référence de la fonction précédente, on obtient donc plutôt ceci. Le nombre original vaut 6 et le résultat vaut 6.
C'est-à-dire quoi? Je vous montre encore en haut. C'est-à-dire que vous avez constaté que le nombre résultat, avec le passage par référence, le nombre original ne vaut plus 4, mais vaut maintenant 6. C'est-à-dire que le nombre original a été modifié. C'est-à-dire que la valeur du paramètre entrée dans la fonction a été modifiée. Mais le résultat vaut 6. Okay, j'espère avoir été clair avec cette explication. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de poser des questions en dessous dans les commentaires. Ok, voici un exemple classique pour encore vous éclairer la notion de passage par référence. Bon, voici une fonction qui permet de changer le contenu de deux variables passées en paramètres d'une fonction. C'est-à-dire voici une fonction void échange qui ne retourne rien avec, parce que j'ai mis la void. Le nom de la fonction c'est échange et puis nous avons deux paramètres, mais en utilisant les adresses parce qu'on va utiliser le passage par référence. Ici, je déclare une variable pour sauvegarder la valeur A. Ici, je fais un passage par valeur, c'est-à-dire je copie, c'est-à-dire je remplace la valeur A par celle de B. C'est-à-dire je copie la valeur de B dans A. Et ensuite, la valeur sauvegarde. Et ensuite, je prends la valeur B, je l'enregistre dans une valeur sauvegardée pour mettre l'ancienne valeur de A dans B. C'est-à-dire quoi? Ici, j'utilise la valeur sauvegardée pour mettre l'ancienne valeur de A dans B. Ici, si c'est possible de changer les valeurs parce que ici, on ne passe pas par valeur, on ne passe pas par passage par valeur, mais passage par référence. Parce que le passage par référence permet de modifier les valeurs des paramètres ou des arguments d'une fonction. C'est-à-dire ici, qu'on va remplacer la valeur de A par celle de B, effectivement, la valeur de A ne prendra plus sa valeur, mais elle sera remplacée par la valeur de B. Puis ici, on parle plutôt d'étiquette. Ici, on a plutôt l'adresse A et l'adresse de B. Même chose pour la ligne C. La valeur de B prendra maintenant cette valeur temporelle ici. Et maintenant, si on appelle cette fonction échange dans le main en déclarant deux valeurs A qui vaut respectivement 1.2 et 4.5, ici, si vous faites un cout, ça va vous afficher 1, 2 et 4, 5 sans problème. Maintenant, quand vous allez appeler la fonction échange en passant les deux valeurs A et B en paramètres, puisque cette fonction-ci a pour paramètres seulement les adresses des variables A et B, alors le contenu des variables A et B seront changés, c'est-à-dire le A va prendre la valeur de B et le B va, A va prendre la valeur de B et B va prendre la valeur de A. Si vous compilez ce code ici, ça vous donnera A vaut 4,6, c'est-à-dire la valeur de B, et B vaut 1,2 qui prend la valeur de A. Parce que notre fonction a pour paramètre les adresses des variables A et B et non leur copie. Donc voici l'un des avantages du passage par référence. Et la dernière notion avancée est le passage par référence constante. Bon, ici, je n'entrerai pas trop en profondeur parce que j'y reviendrai lorsque nous aborderons la notion de programmation orientée objet. Sachez juste que ici plutôt, il n'y a pas de copie et pas de modification possible, malgré que le passage soit par référence. Mais puisque ici c'est un passage par référence constante, il n'y a pas de copie et pas de modification possible. C'est-à-dire le paramètre ou l'argument qui est l'argument de notre fonction, c'est notre fonction F1 et qui ne retourne rien parce que j'ai utilisé le void, ne pourra pas être modifié et il n'y aura pas de copie. Donc c'est une explication succincte, surtout ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus en détail lorsque nous aborderons la notion de programmation orientée objet. Donc l'utilité d'utiliser le passage par référence constante. Pour le moment, prenez patience, souffrez, et puis nous reviendrons sur cette notion en profondeur. Ok, comme toujours, pour aujourd'hui, voici l'exercice d'application que je vous donne. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai la correction détaillant au centimètre près. En fait, l'exercice consiste à réaliser un programme qui reçoit en entrée une somme d'argent et donne en sortie la plus petite quantité de coupures nécessaire pour constituer cette somme. Et pour cet exercice, bon, je propose ces coupures de billets qui sont 100 euros, 250 euros, 20 euros, 0, 5 euros, 1 euro. C'est-à-dire, ce que je vous demande de faire. Par exemple, si on demande d'entrer une somme, vous en par exemple 285, là ça vous affiche deux billets de 100 euros, un billet de 50 euros, et un billet de 20 euros, un billet de 10 euros et un billet de 5 euros. Donc ce programme n'est pas assez compliqué. Si vous avez bien suivi mes explications, vous pouvez trouver rapidement la solution à cet exercice. Donc je ne doute pas, jusqu'à ce seconde que vous ne parviendrez pas à trouver la solution à cet exercice. Donc avec ceci, nous arriverons au terme de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude de votre attention et passez une excellente et agréable journée. Et à la prochaine vidéo pour la continuation de cet exercice. Merci beaucoup encore. Et pour ceux qui viennent de regarder pour la première fois mes vidéos, je vous prierai de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok, ciao, ciao, bye bye, à la prochaine vidéo.